Bonjour. Deuxième cours sur la vérité. Donc, au premier cours sur la vérité, on avait vu la distinction entre réalité et vérité. Le réel n'est ni vrai ni faux, il est simplement réel. Seule une pensée ou un discours qui énonce cette pensée peuvent être vrai ou faux. On a distingué deux types de vérité. Vérité matérielle, c'est-à-dire la conformité de ma pensée ou de mon discours au réel, et la vérité formelle, c'est-à-dire la cohérence interne de ma pensée, la validité logique de mon raisonnement. La vérité formelle ne concerne que les raisonnements. Et donc on avait dit que la vérité est une double exigence, exigence de conformité au réel, ce qui correspond à la vérité matérielle, et la vérité et exigence de cohérence interne, ce qui correspond à la vérité formelle. Bien, il y a peut-être une exception à cette distinction entre réalité et vérité. Cette distinction, c'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est l'être humain. Parce que la réalité de l'être humain est inséparable de sa pensée. L'être de l'être humain est un être essentiellement de pensée. Je suis une réalité et je suis un être qui pense. Donc même si ça n'a aucun sens de dire que ce stylo est vrai ou faux, il est simplement réel, ça n'a aucun sens que de dire qu'une table est vraie ou fausse, la table est simplement réelle. Quand on parle d'un être humain, là ça a du sens. Et vous le sentez bien, de dire d'une personne qu'elle est vraie ou qu'une personne est fausse, d'avoir en nous-mêmes surtout cette exigence d'être vrai. Je cherche à être vrai. Et c'est quoi cette exigence d'être vrai pour une personne? Eh bien, c'est l'exigence que notre pensée, que notre discours ne recouvre pas, ne cache pas, ne voile pas la réalité de notre être. Pour une personne, être vrai, c'est le fait que tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, ne recouvre pas d'un voile occultant la réalité que nous sommes, mais au contraire que nos pensées, que notre discours révèlent l'être en nous. Et donc, pour un être humain, ça a du sens d'avoir cette exigence d'être vrai. C'est en nous essayer de lever les voiles qui recouvrent notre être véritable. On a déjà parlé de la notion d'aletheia pour les Grecs. Aletheia, c'est un mot qui veut dire vérité en grec. Mais ça veut dire aussi, si on décompose le mot, aletheia, l'été c'est l'oubli. Aletheia, c'est sortir de l'oubli, sortir d'une sorte de léthargie. Dans l'été, il y a léthargie. Sortir de la léthargie, d'une espèce de rêve illusoire qui nous empêche d'être présents à notre être même. L'aletheia comme exigence de vérité, c'est justement dévoiler, enlever les multiples voiles d'illusion qui couvrent l'être que nous sommes. Aletheia, donc sortir d'un rêve, d'un sommeil, d'un rêve, d'une illusion. Soulever les voiles multiples d'illusions qui recouvrent l'être que nous sommes. Donc si ça n'a aucun sens pour un stylo, pour une chose, de dire que le réel est vrai ou faux, non, le réel n'est ni vrai ni faux, il est simplement réel. Pour l'être de pensée que nous sommes, ça a un sens de parler d'une personne qui est vraie ou fausse, de parler surtout de cette exigence en nous d'être vrai, d'être de plus en plus vrai, d'essayer de creuser en nous et d'aller toucher par notre pensée l'être que nous sommes, au lieu de recouvrir par des pseudo-pensées et par nos discours cet être que nous sommes. Aller toucher l'être en nous. Voilà. Bien. Maintenant, considérons la vérité formelle. La vérité formelle, donc, c'est la cohérence interne de la pensée, sa validité logique. Pour s'assurer de la vérité formelle d'un discours, est-ce que j'ai besoin de l'expérience sensible? Par exemple, pour voir si mon discours A implique B et B implique C est équivalent à A implique C, pour savoir si ce discours est vrai ou faux formellement, est-ce que j'ai besoin de faire des expériences sensibles? Est-ce que j'ai besoin des sens? Eh bien non.
Je n'ai pas besoin d'expérience, il suffit simplement que je consulte ma raison. Pour s'assurer de la vérité logique, la vérité formelle, de la validité logique d'un discours, je n'ai pas besoin de l'expérience sensible. Il suffit que j'utilise ma raison. On va dire que la connaissance de la vérité formelle est a priori. Petit rappel, a priori. Une connaissance a priori, c'est une connaissance pour laquelle je n'ai pas besoin du recours à l'expérience sensible. Je dois simplement consulter ma raison. Donc, pour s'assurer de la vérité formelle d'un discours, je n'ai pas besoin de l'expérience. Ça se fait a priori. Maintenant, pour m'assurer de la vérité matérielle d'un discours, par exemple si je dis « le ciel est bleu en ce moment », pour m'assurer de la vérité matérielle de mon discours, eh bien, ma raison seule ne suffit pas, j'ai besoin de l'expérience sensible. On va dire que donc ça se fait a posteriori. A posteriori. Donc une connaissance est a posteriori quand elle suppose le recours à l'expérience sensible. Donc pour s'assurer de la vérité matérielle de ce que je dis, de ce que je pense, j'ai besoin de l'expérience sensible, ça se fait a posteriori, mais ça va poser des problèmes. Est-ce que vraiment l'expérience sensible me donne accès à la réalité de ce qui est ? Ça pose problème, on a déjà vu ce problème avec l'allégorie de la caverne, on a déjà vu ce problème quand on a vu la différence entre perception et sensation, on a vu ce problème aussi avec le conte Le miroir magique. Mais disons, en gros, en simplifiant, il semble que pour m'assurer de la vérité matérielle de ce que je dis, j'ai besoin de l'expérience sensible. Mais on va creuser cela. Est-ce que l'expérience sensible suffit à me donner une connaissance de la réalité? Pour développer ce point, nous allons parler de la démarche expérimentale en sciences. Donc je commence toujours dans ce cours sur la vérité, sur une partie où on va examiner la démarche expérimentale en sciences, et le cours pourrait avoir comme titre « Théorie et expérience dans la démarche expérimentale ». Alors, dans le langage quotidien, quand on parle de théorie, souvent ça a un aspect négatif. Ouais, c'est beau en théorie, mais en pratique, c'est pas vrai. Ouais, arrête de faire tes grandes théories. Dans le langage quotidien, souvent, le mot théorie renvoie à des visions de l'esprit qui sont de l'ordre de l'invention, qui ne sont pas en contact avec le réel. Théoria, en grec, ça veut dire vision. La théorie serait une vision de l'esprit qui pourrait être totalement délirante. Tandis que le mot expérience, dans l'usage quotidien qu'on en fait, eh bien, on a l'impression que l'expérience, là, c'est du solide. L'expérience nous met en contact avec le réel. L'expérience nous met en contact avec les faits. Et c'est pas du n'importe quoi, ce ne sont pas des visions de l'esprit. L'expérience, c'est un contact direct avec ce qui est. Il y a quand même une exception à l'emploi un peu péjoratif du mot théorie. Quand on parle de théorie scientifique, alors là, on a l'impression que la théorie scientifique, c'est pas comme les autres théories. La théorie scientifique serait, elle, crédible, serait, elle, valide, parce que justement, la théorie scientifique, c'est une théorie qui a été mise à jour à partir de l'expérience et qui sans arrêt se met au risque de l'expérience. Sans arrêt, la théorie scientifique, pour être scientifique, doit être premièrement construite à partir des faits observés qui viennent de l'expérience, et la théorie scientifique doit être sans arrêt mise à l'épreuve de l'expérience. Et la théorie scientifique doit, de manière méthodique, rendre compte des phénomènes que l'expérience nous donne à connaître, et elle doit sans arrêt être mise à l'épreuve de l'expérience. Donc on va voir ce qu'il en est justement du rôle de l'expérience dans la démarche scientifique. Quel est le rôle de l'expérience dans la démarche scientifique? Quelle est sa place? Est-ce que le scientifique se contente de faire des expériences, d'observer,
puis à partir des observations de faire des lois, ou bien est-ce qu'il se passe autre chose? Eh bien, dans un premier temps, on va examiner une vision des sciences qui renvoie un peu à la vision vulgaire des sciences. Si je fais un micro-trottoir dans la rue en demandant aux gens c'est quoi la science, il y a plein de gens qui vont nous dire bah, la science, c'est ce qui donne accès à la vérité, à des vérités certaines. La philosophie, ça donne accès jamais à aucune vérité certaine. Tandis que la science, là, c'est ce qui permet la certitude. La science, c'est une démarche qui permet d'aboutir à des certitudes partagées par tout le monde. La science, c'est du solide. D'ailleurs, quand on veut quand quelqu'un veut appuyer ses propos, il dit mais c'est scientifique, les scientifiques l'ont bien démontré. D'ailleurs, méfiez-vous, hein, sur YouTube, on voit plein de délires, des discours délirants où les gens qui font ces délires pour vous impressionner vont vous dire mais c'est scientifiquement démontré. Voilà, il y a cette idée que la science c'est du solide, la science ça aboutit à des certitudes. Donc voilà, premier point largement partagé sur la science, c'est que la science aboutit à des certitudes incontestables et définitives. Et pourquoi est-ce que la science aboutirait à des certitudes? Eh bien, deuxième idée donc partagée, c'est que la science repose avant tout sur l'expérience de manière très exigeante. La science s'en remet à l'expérience, ça repose sur les faits, la science. Et c'est pourquoi ça aboutit à des certitudes. Donc deux idées très largement répandues sur la science. La science, premièrement, aboutit à des vérités certaines. La science, deuxièmement, repose sur l'expérience et uniquement sur l'expérience. Et ces deux idées, eh ben, on va voir que il faut les remettre en question. La science n'aboutit pas à des certitudes incontestables. D'ailleurs, c'est parce qu'elle n'aboutit pas à des certitudes incontestables que la science progresse sans arrêt. Et la science ne se fait pas uniquement avec l'expérience. Donc, notre cours sur la science va nous amener à remettre en question ces deux idées largement répandues sur elle. Pour commencer, donc, on va quand même étudier une position sur la science qui semble reprendre la vision vulgaire de la science, mais qui a été mise en forme comme philosophie de la science. C'est la position inductiviste et empiriste, et notamment la position de John Stuart Mill au XIXe siècle. Je répète, si vous avez fait le cours sur l'allégorie de la caverne, vous savez que l'empirisme, c'est la position selon laquelle notre connaissance ne vient que de l'expérience. Les empiristes, ce sont ceux qui disent que la seule source de la connaissance, c'est l'expérience. Et l'inductivisme, c'est la position qui est un empirisme, qui consiste à dire que les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font en gros? D'abord, ils observent de manière neutre, et à partir des observations, ils vont faire des généralisations. Plus précisément, ils vont passer d'énoncés d'observation à des lois non pas seulement générales, mais universelles, par un processus d'induction. Je répète pour tous, on a déjà vu l'induction. L'induction, c'est le processus qui consiste à passer d'une collection d'énoncés d'observation, donc les énoncés d'observation sont toujours des énoncés particuliers, à l'énoncé d'une loi universelle. Donc d'après John Stuart Mill, d'après les inductivistes, en quoi consiste la science? La science consiste dans un premier temps à observer de manière exigeante, neutre, observer des phénomènes. Le scientifique ne doit pas avoir d'a priori, ne doit pas avoir de préjugés, il doit avoir des sens en bon état, il doit être neutre, il doit observer. Et donc l'observation va donner lieu à des énoncés particuliers d'observation. Puis, à partir de ces observations, le scientifique remarque des répétitions, remarque des similarités. Et donc, le scientifique va passer d'énoncés d'observation qui se répètent à des énoncés de lois universelles.
Par exemple, le scientifique voit, tiens, premièrement, il chauffe un bout de fer et il voit que le fer se dilate. Ensuite, il observe, tiens, quand je chauffe un morceau de cuivre, le cuivre se dilate. Puis il fait un autre énoncé d'observation. Tiens, quand on chauffe tel morceau de métal, il se dilate. Il fait un grand nombre d'énoncés d'observation. Et au bout d'un certain nombre d'énoncés d'observation, quand il a vu la même chose qui se produisait, il se permettait de passer de la multiplicité des énoncés d'observation à l'énoncé d'une loi universelle. Ce sera la loi universelle scientifique. Tous les métaux, quand ils sont chauffés, se dilatent. Et donc à partir de la loi universelle qui est obtenue par une induction, et bien à partir de la loi universelle, les scientifiques vont pouvoir expliquer les phénomènes particuliers et prévoir des phénomènes particuliers. Par exemple, à partir de la loi universelle selon laquelle tous les métaux se dilatent quand ils sont chauffés, le scientifique va pouvoir prévoir que si je fais un chemin de fer et que le chemin de fer est en métal, et bien pour éviter que le chemin de fer, que les rails se dilatent, il va falloir trouver un moyen, donc rendre les rails discontinus pour éviter que le métal se dilate. Donc selon l'inductivisme, que fait le scientifique? Premièrement, il observe de manière neutre, sans préjugés, ce qui donne des énoncés d'observation qui sont toujours particuliers, puisque l'expérience nous donne accès uniquement à des faits particuliers. Il se passe ceci à ce moment précis. Donc le scientifique se contenterait d'observer, et ensuite, à partir des énoncés d'observation qui sont particuliers, le scientifique fait des inductions, des universalisations pour aboutir à des énoncés universels qui sont les lois scientifiques, qui permettent ensuite d'expliquer et de prévoir. Cette théorie inductiviste, elle pose beaucoup de problèmes. Premier problème qu'on a déjà vu, l'observation, et surtout l'énoncé d'observation, ne peut jamais être neutre. Déjà parce que l'expérience, l'observation ne consiste pas seulement à recevoir passivement des stimuli sensoriels, mais dans toute expérience, il y a non pas seulement sensation, mais perception, donc interprétation. Ensuite, l'observation va s'énoncer avec une langue, et la langue suppose déjà tout un corpus théorique. Et donc, surtout, percevoir, c'est toujours interpréter. On perçoit en fonction des attentes que l'on a, en fonction surtout de la culture, des connaissances, des croyances que l'on a. La perception ne nous donne pas accès au réel tel qu'il est en lui-même. Deuxième, bon je vais vite parce que bon, voilà. Deuxième objection qu'on peut faire à l'inductivisme, c'est que si en effet les énoncés scientifiques se faisaient par induction, ils n'aboutiraient jamais à aucune certitude. L'induction n'est pas une opération logiquement infaillible. Ce n'est pas parce qu'une certaine chose s'est passée un grand nombre de fois dans des circonstances variées que pour autant cette même chose va se reproduire dans tous les cas, quelles que soient les circonstances. Je ne m'alourdis pas non plus là-dessus, on l'a vu je crois dans toutes les classes. L'induction, c'est-à-dire cette opération qui consiste à passer d'une collection d'énoncés particuliers à un énoncé universel, ce n'est pas une opération infaillible. Je vous ai raconté la fameuse histoire de la poule de Russell. Russell, c'est un philosophe du XXe siècle qui a voulu nous montrer que l'induction n'aboutit pas à des certitudes. C'est l'histoire d'une poule inductiviste, une poule qui va faire des inductions. Elle ne fait pas des inductions n'importe comment, elle prend ses précautions. Alors elle observe un jour que le fermier lui apporte, un matin, que le fermier lui apporte des graines. Bon, elle se dit, attendons de voir. Un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour, 5, 6, 7 matins de suite, le fermier lui apporte des graines.
Bon, mais elle se dit: «N'allons pas trop vite. Peut-être que le fermier apporte des graines en été, mais peut-être qu'en hiver, c'est pas la même chose. Donc attendons avant de faire notre induction». Donc elle attend un grand nombre de jours. Elle voit si le fermier apporte bien des graines tous les matins, quand il pleut, quand il ne pleut pas, au printemps, en hiver. Elle attend, elle ne fait pas une induction à la légère. Elle attend un grand nombre d'observations dans des circonstances variées et au bout d'un certain temps, elle se dit: «Bon, ben non, ça va quand même, tous les matins, le fermier m'apporte des graines, donc je peux me permettre d'énoncer cette loi universelle. Tous les matins, le fermier apporte des graines. Et à peine a-t-elle fait cet énoncé universel, à peine a-t-elle fait cette induction, qu'en effet, le fermier arrive pour lui tordre le cou. Donc voilà, c'est la fameuse histoire de la poule des Russell qui dit que une induction n'aboutit jamais à une certitude. Il peut toujours y avoir un cas qui va contredire la loi qu'on s'apprêtait à énoncer. Il peut toujours avoir un contre-exemple. Donc si la science se faisait en effet par induction, elle aboutirait peut-être à des lois probables, mais certainement pas à des lois certaines. La science n'aboutirait pas à la certitude. Et enfin, troisième objection qu'on peut faire à l'inductivisme de John Stuart Mill, eh ben, c'est une objection qui consiste à regarder comment la science se fait. C'est une objection qui consiste à examiner l'histoire des sciences et on voit bien que les sciences ne se font pas par induction. Les scientifiques ne se contentent pas d'observer et de généraliser, ou plus précisément d'induire. Les scientifiques ne se contentent pas d'observer et de repérer des similarités qui leur permettent d'établir des lois universelles. Ce n'est pas comme ça que la science se fait. Donc l'inductivisme de John Stuart Mill, qui correspond assez bien à l'idée que beaucoup de gens se font de la science, eh bien cet inductivisme ne tient pas la route. Parce que premièrement, une expérience absolument neutre, ça n'existe pas. Deuxièmement, parce que si la science se faisait par induction, elle n'aboutirait pas à des certitudes, parce que l'induction n'est pas une opération infaillible. Et troisième objection à l'inductivisme de John Stuart Mill, la science ne se fait pas par simple induction. Nous allons voir dans le cours suivant comment, alors évidemment ce sera une simplification, nous allons voir en quoi consiste cette démarche expérimentale dans les sciences. Allez, bonne journée.